Vous écoutez Pierre Nantel. On parle avec les gens de l'IRIS, l'Institut de recherche et d'information socio-économique, parce que c'est important. On parle avec Anne Plourde. Pardon, Madame Plourde, bonjour. Bonjour, Monsieur Nantel. Je vous ai ajouté un I, je m'en excuse. Ça, c'est pas la première fois c'est que vrai, ça arrive en général. Oui. Ben, c'est parce que vous êtes pour l'IRIS, hein? Alors, Anne Iris, c'est ça qui se passe. Ben, dites-moi, Madame Plourde, donc, une solution toute simple à l'inégalité frappante auprès des jeunes dans les écoles, c'est assurons-nous que tout le monde ait mangé. Puis ça semble tellement fondamental et pourtant, on est loin de là. Oui, effectivement. Dans le fond, l'idée d'un programme d'alimentation scolaire dans les écoles, là, c'est quelque chose qui circule depuis un certain temps. On a entendu parler le gouvernement fédéral dernièrement, là, au moment du budget, on a fait l'annonce d'un éventuel programme national d'alimentation scolaire pour le Canada. Puis ça, en fait, ça va réparer un peu une espèce d'incongruité, c'est-à-dire que le Canada, c'est le seul pays du G7 et un des rares pays de l'OCDE à ne pas avoir de programme d'alimentation scolaire, de programme national d'alimentation scolaire. Ah, je savais pas ça. Ah oui, donc c'est très populaire dans les pays du G7 que le gouvernement fédéral, le gouvernement central du pays soutienne l'alimentation à l'école. Exactement. En fait, c'est même vraiment une norme internationale, les programmes d'alimentation scolaire. Puis au Canada, on n'est pas au courant de ça parce qu'on n'a pas implanté un programme comme celui-là. Mais il faut savoir que dans les pays, dans le monde entier, en moyenne, là, il y a 61% des élèves qui ont accès, dans les pays à revenus élevés, il y a 61% des élèves qui ont accès à un repas subventionné à l'école. Au Canada, c'est seulement 12% des élèves qui ont accès à un repas subventionné dans les écoles. Dans les pays à faible revenu, c'est 18% des élèves qui ont accès à un repas subventionné dans les écoles. Donc, au Canada, on fait même moins bien que les pays à revenus à faible revenu. On a clairement les moyens au Canada de faire au moins aussi bien que ces pays-là et même aussi bien que la plupart des pays à revenus élevés. Et nous, à l'IRIS, on a l'année dernière publié une étude dans laquelle on estimait les coûts pour le Québec d'un programme universel d'alimentation scolaire. Donc ça, ce serait vraiment un programme dans lequel tous les élèves de toutes les écoles primaires et secondaires auraient accès à un repas gratuit par jour. Et le coût de ce programme-là, on l'a estimé à 1,7 milliard de dollars par année. C'est un montant qui peut sembler élevé, mais il faut savoir que ça couvrirait le repas gratuit, mais aussi le service de garde gratuit pour les enfants du primaire. Ça offrirait un revenu viable aux travailleuses et aux travailleurs du programme. Ça permettrait l'accès à une alimentation bio, saine, etc. Et en fait, ça représente... Oui, allez-y. Ah, ben non, écoutez, parce que je vous avais comme tenu à compléter que ça ressemblait à être beaucoup d'argent parce que j'ai réagi, mais j'ai réagi positivement parce que 1,7 milliard... Quand même, quand on parle des dépenses générales que nous considérons pour l'installation d'un pont ici et là, ou pour les économies d'impôts qu'on donne à des gens qui disent « Ah ben oui, on a placé ça dans une fiducie, mais on n'a pas payé d'impôts », c'est des peanuts, mais c'est surtout, c'est pas des peanuts 1,7 milliard, mais c'est des peanuts par rapport à l'impact que ça a, parce que moi, j'ai entendu parler souvent d'enfants qui arrivent au service de garde parce que c'est souvent au service de garde que les gens mangent leur lunch. Ils ne te retournent pas à la maison. On parlera du service de garde, c'est une autre histoire. D'ailleurs, je pense que ça va embrasser large. Mais, et la personne ouvre son lunch, puis la personne a une sandwich avec une petite salade, parce que ses parents ont pris la peine de faire un lunch, ou ils ont eu la capacité de le faire. Puis l'autre ouvre son sac en plastique de Canadian Tire, puis dedans, il y a une boîte à boire puis un chip. Puis c'est courant, ça. Oui, puis en fait, en ce moment au Québec, le gouvernement provincial investit à peine 38 sous par jour par élève dans l'aide alimentaire, parce que ça existe quand même au Québec, l'aide alimentaire, mais c'est vraiment de l'aide très ciblée pour les plus défavorisés. On rate d'ailleurs souvent la cible. On a de la difficulté à mettre en place des programmes dans les écoles. Et très souvent, finalement, ce sont les employés des services de garde, les enseignants et les enseignants qui vont payer de leur poche pour essayer de soutenir ces élèves-là, alors que collectivement, on aurait parfaitement les moyens d'investir ces montants-là. Actuellement, on dépense 0,35% du budget du ministère de l'Éducation pour l'aide alimentaire dans les écoles, alors qu'en Finlande,
Oui, 0,35 OK? Parce que En c'est Finlande, sûr que c'est d'apprendre des 6%. mathématiques, le calcul différentiel intégral, l'estomovine, ça doit être difficile. Là, Non, vous me ben, comparez avec la Scandinavie, donc 35 cents, même pas, 0,35 du budget du ministère de l'Éducation, alors Et qu'en le Finlande, comparable? c'est 6%. 6% OK. du budget du ministère. Et en Finlande, c'est depuis 1948 qu'on offre à tous les élèves du primaire et du secondaire des repas gratuits quotidiens dans les écoles. Le taux de participation à cette mesure-là est extrêmement élevé, alors qu'ici au Québec, vu que c'est une mesure ciblée, qui cible les plus défavorisés, souvent c'est honteux de recourir à ce programme-là. Donc les gens, même qui en ont le plus grand besoin, vont finalement pas nécessairement adhérer aux mesures qui tentent de les cibler. Donc vraiment, la mise en place d'un programme universel permettrait de répondre à ces problèmes-là. Et au moment, nous, où on a fait ce calcul-là, où on a publié notre étude, on soutenait également que ça pourrait être même financé par les versements au Fonds des générations. Actuellement, cette année-là, les versements au Fonds des générations, c'était 3,4 milliards de dollars. Donc, en diminuant de moitié ces versements-là, on pourrait parfaitement couvrir l'alimentation des élèves et ça répondrait en fait à un des objectifs des générations futures. Là, le Fonds des générations, c'est à ça que ça vise. Là, ça vise à soutenir les générations futures. Mais en ce moment même, dans les écoles au Québec, on a plus de 200 000 élèves qui vivent une forme ou une autre d'insécurité alimentaire. Donc, ça répondrait dès maintenant à des besoins qui sont criants, surtout dans un contexte d'inflation, comme on le connaît là depuis quelques années. Et j'ajouterais en plus que les investissements dans un programme comme celui-là, c'est pas seulement une dépense, c'est vraiment un investissement économique. Oui. Il y a des pays comme le Brésil, par exemple, qui ont qui ont associé leur programme d'alimentation scolaire à des mesures de soutien des agriculteurs locaux. Donc, les écoles doivent s'approvisionner auprès des agriculteurs locaux pour fournir les denrées du programme d'alimentation scolaire. Ici, au Québec, si on faisait la même chose, si par exemple 30% des denrées achetées dans le cadre du programme étaient locales, ben ça représenterait un investissement direct de 184 millions de dollars par année dans l'agriculture locale au Québec. Donc, c'est vraiment en plus une mesure de développement économique importante. C'est pas seulement une dépense, là. Donc, autrement dit, ça n'a que des vertus. Ben, c'est là qu'on s'arrête. Ben, c'est ça, mais là, c'est là qu'on s'arrête. Parce que très souvent, on parle avec des gens qui ont des solutions. Ça n'a que des vertus. Et ça n'est pas appliqué. Pourquoi? Ah, ben là, c'est des grandes questions, hein. C'est surtout difficile à comprendre dans un contexte où on a un gouvernement en ce moment qui fait de l'éducation une de ses priorités, de la santé une de ses priorités et de l'environnement une de ses priorités. Sur ces trois plans-là, le programme d'alimentation scolaire, ou du moins dans son discours, fait de ces enjeux-là de priorité. Merci de préciser, surtout au niveau environnemental. Oui, ben sur ces trois plans-là, sur le plan de la santé publique, sur le plan des égalités, des inégalités, sur le plan de l'éducation et sur le plan de l'environnement aussi, c'est un programme qui pourrait avoir des effets extrêmement bénéfiques, surtout si on va vers un programme qui favorise une alimentation locale, une alimentation bio. Donc, c'est vraiment un outil de développement économique et de développement social. Si je vous demande de jouer à l'avocat du diable, Mme Plourde, pour quelle raison on ne le prend pas? Par exemple, moi, je vais penser à des exemples. Vous évoquez, que oui, on pourrait soutenir les agriculteurs locaux. Ben oui, mais là, si on met du bio local, ça ne reviendra pas au petit montant que vous avez dit. Après ça, oui, mais c'est inclus dans le calcul. C'est inclus dans le calcul. Ça se peut pas. Vous ne pouvez pas avoir juste des vertus. Non, mais l'autre, mettons, il faut des cuisines. Y a-t-il des écoles, il n'y a pas de cuisine? Vous avez pensé à ça aussi? Oui, on a en fait il y a un calcul qui a été fait aussi pour estimer, parce qu'il y a des endroits où il faudrait absolument construire des écoles, des cuisines, c'est-à-dire pour être en mesure de livrer les repas, parce qu'il y a des régions où les écoles sont trop espacées, on peut pas penser à un système de livraison. Le minimum, on devrait investir 289 millions de dollars une fois, donc ce serait un investissement ponctuel qui serait pas récurrent pour l'installation physique, bien sûr.
Exactement. Pour construire des 289 cuisines. millions de dollars. C'est le prix d'un pilier pour le pont de l'île d'Orléans. Ça, 289 millions? Oui, Non, puis ça, ça permettrait d'avoir des cuisines dans les écoles où c'est nécessaire de mettre en place des cuisines pour être en mesure d'avoir un programme comme celui-là. Donc, il y a aussi tout le programme d'infrastructure là, qui a été inclus dans l'étude. Donc, je vous dirais qu'il n'y a pas vraiment de bonne raison de ne pas mettre en place un programme comme celui-là, sauf peut-être vouloir faire des économies de bout de chandelle, presque, là, pour distribuer 500 $ à tout le monde. Ben c'est ça. Oui, puis c'est ça. ultimement, distribuer 500 $ aux gens qui n'en ont pas de besoin. Mais dites-moi, dans votre étude, c'est quand même, quand je dis vous embrassez large, c'est que vous avez inclus aussi donc un meilleur financement des services de garde, ce qui ne fait pas unanimité. Moi, personnellement, je suis totalement convaincu que, comme l'école primaire, secondaire, un enfant qu'on devrait le comptabiliser, puis il apparaît sur Terre, on souhaite bonne chance à ses parents, puis bien sûr qu'il y a une place dans un jardin d'enfance, dans un CPE, puis bien sûr qu'à l'école, ses parents, ça se peut qu'ils veuillent travailler, donc le service de garde doit être là, bien évidemment, puis ces gens-là se tapent les horaires les plus flyés, si vous me permettez l'anglicisme, d'une commission scolaire. Ils sont là, genre à partir de 7 heures le matin. L'école commence, ils reviennent, ils retournent à la maison, ils reviennent pour le lunch, ils retournent à la maison, puis ils reviennent pour l'après les classes. Puis là, il y a les parents qui arrivent à 6h10 parce qu'ils travaillaient puis étaient pris dans le trafic. Alors, ces gens-là, en général, sont les grands oubliés des négociations. Puis tout ça, à mon sens, les services de garde en milieu scolaire sont cruciaux. Vous avez choisi de les inclure dans votre étude. Est-ce que c'est peut-être ça qui fait que la bouchée est trop immense, qui fait que les gouvernements font c'est miraculeux, mais je sais pas où mettre. C'est de trop grosse boîte, ça rentre pas sur la table. Est-ce que ça peut être ça? Ben, en fait, le montant qui est prévu pour les services de garde dans le 1,7 milliard, là, ça représente un peu moins de 300 millions de dollars qu'on investirait de plus dans les services de garde pour que les services de garde au primaire, le midi ou à l'heure du repas gratuit, soient accessibles gratuitement également. Fait que ça va avec. Sinon, il n'y a pas de distribution. Exactement. Mm-hmm. Ben, sinon, on n'a pas un accès gratuit au repas, si on n'a pas un accès gratuit aux services de garde. Et on peut imaginer des modèles d'alimentation, de programmes d'alimentation scolaire dans lesquels les travailleuses et les travailleurs du service de garde sont mis à contribution pour la préparation des repas, pour la mise en place de programmes-là. Et donc là, ça permet de régler un peu le problème d'horaire troué ou de travail à temps partiel dont vous parliez. Donc, on peut imaginer des modalités où cet investissement-là de 1,7 milliard permet non seulement d'offrir un accès gratuit aux services de garde pour les élèves à l'heure du repas, mais également d'améliorer les conditions de travail des personnes du service de garde en général ou des personnes qui offriraient ce service-là parce que, je le répète, on a basé nos calculs sur un revenu viable pour les employés du programme parce que ce programme-là vise aussi à répondre à des enjeux d'équité, d'inéquité de revenus. Donc, on ne veut pas non plus que les travailleuses et les travailleurs fassent les frais. Fait que ce que vous venez de nous dire, c'est que votre évaluation se veut objective, même au niveau des conditions de travail des employés qui feraient la préparation et le service, et donc qui seraient au service de garde. Et vous avez même prévu que le salaire soit intéressant pour que ce soit viable et périn. Périn? Exactement, oui. Pour assurer la pérennité du service. Alors, c'est vraiment intouchable. La vérité, c'est que les gens sous-estiment l'importance du travail qui est fait par ces gens-là, à mon sens, en tout cas, certainement les politiciens. En terminant, Mme Plourde, on sait qu'actuellement, il y a une organisation qui s'appelle le Club des petits déjeuners du Québec, qui veut bien faire, évidemment, qui est associée, il me semble, à une église, à l'église Nouvelle Vie, si je ne me trompe pas, mais qui quand même fait une très belle action, c'est fantastique. Est-ce que les gens compte trop sur la philanthropie de ce genre de projet-là en se disant, il y a ça là, si jamais il y a un problème, alors que quand on est une personne qui n'a pas les moyens de payer un lunch ou de faire un lunch à son enfant, on compte là-dessus et ultimement, on se sent un peu ostracisé parce qu'on prend l'offre gratuite comme vous évoquiez tout à l'heure. Ben, en fait, c'est certain que
en ce moment, les gens en quelque sorte n'ont pas le choix de se reposer sur la philanthropie pour essayer de répondre aux besoins les plus pressants, les plus urgents. Mais en général, les organismes qui sont actifs actuellement, les organismes à but non lucratif qui sont actifs actuellement dans le secteur de l'aide alimentaire au Québec sont tous favorables à la mise en place d'un programme universel d'alimentation scolaire qui répondrait vraiment aux besoins de l'ensemble des enfants du Québec. J'inclus là-dedans le Club des petits déjeuners. Donc, en général, les organismes présents dans ce secteur-là, c'est ceux qui sont le plus à même de constater les problèmes des limitations de l'aide actuelle et qui sont mobilisés justement pour la mise en place d'un programme qui pourrait reposer en partie qui pourrait continuer de reposer sur ces organismes-là. Ils pourraient devenir des artisans dans l'implantation de tout ça, ultimement. Ils sont là pour la cause, et si le problème règle le problème, si ce nouveau projet règle le problème, ils vont être bien partants. En terminant, il y aurait de la place aussi pour des commanditaires. Moi, je peux dire, en tout cas, que je serais aucun problème à savoir que ces boîtes à lunch ont été offertes en collaboration avec, je sais pas moi, Toyota Canada. Puis l'année prochaine, mais si Mazda veut absolument y être, qui donne plus, tu sais. Je veux dire, moi, je vois pas de problème. Est-ce qu'il y a un sponsor privé dans l'affaire? C'est peut-être pas l'idéal, mais il faut des sous. L'argent pousse pas dans les arbres. Madame Plourde, merci beaucoup pour ces suggestions. J'espère que les ministres concernés vous ont entendu aujourd'hui, mais je suis sûr que vous faites vos représentations à long terme. Alors, je vous souhaite de bonnes oreilles au pluriel. Merci beaucoup, Madame Plourde. Merci, M. Nantel. Au revoir. Anne Plourde, chercheur à l'Institut de recherche et d'information socio-économique qu'on appelle communément l'IRIS.